C'était l'un des plus grands diplomates du conseil du sultan Sidi Mohammed bin Abdullah et l'un de ses éminents ambassadeurs. Il a mené des missions en Turquie, en Italie, en France et en Angleterre, sans oublier son rôle auprès des États-Unis. Sa famille, originaire de Salé, s'est illustrée dès le XVIIe siècle par la qualité de ses membres, pachas, ambassadeurs, théologiens, artilleurs et chefs corsaires qui ont contribué à asseoir la redoutable réputation des intrépides marins de l'embouchure du Bourgreg. Sur l'origine exacte des Fenniches, les versions divergent entre les tenants de l'origine soufienne, andalouse chrétienne, copte ou même version également maintenue par certains membres de la famille, celle en faisant des Scandinaves venus des mers. Quoi qu'il en soit, de leur origine exacte, les Fenniches ont trouvé anciennement dans la cité atlantique un puissant ancrage. Ils y ont donné plusieurs personnalités de renom, dont Haj Mohammed Fenniche, nommé gouverneur de Salé en 1655, avant d'être envoyé en 1661 en mission aux Pays-Bas. Son fils, Abdallah Fenniche, était pour sa part amiral du sultan Moulay Ismail, président du conseil andalou, chargé de missions diplomatiques d'importance et probablement, comme le soulignent certaines versions, nommé au poste de pacha de Salé. Autre gouverneur de renom de la cité, Abdelaziz Fenniche, sous le règne du sultan Moulay Ismail. Son fils, Abdelhak Fenniche, a été à son tour désigné pacha de Salé de 1737 à 1757, ville qui lui doit la restauration et la fortification de ses anciennes murailles ou la construction de la tour de Bab Sbtsa. L'histoire retient qu'il avait soutenu les prétentions au pouvoir de Moulay el-Moustadi ben Ismail contre son frère Moulay Abdallah dans le cadre de la guerre intestine survenue à la mort du monarque ismaélien. Abdelhak Fenniche reste cependant maintenu dans son poste de pacha de la ville à l'avènement du sultan Moulay Abdallah, mais il persiste dans la rébellion, provoquant l'ire du sultan, surtout qu'il a commis un crime contre un notable de la cité appartenant à la famille Zneber, ce qui lui vaudra l'emprisonnement et la liquidation de ses biens. Le fils de ce grand pacha rebelle n'est autre que Tahir ben Abdelhak Fenniche. Après sa formation dans sa ville natale, au milieu d'une famille appartenant à l'élite citadine, Tahir Fenniche rejoint le monde de la diplomatie en plus de sa fonction de commandant de l'artillerie marocaine. En 1773, il conduit une ambassade auprès de Georges III d'Angleterre. Au sujet de cette ambassade, nous pouvons lire dans la correspondance du consul Louis Chénier, « Ce mort, distingué par quelques naissances, étant fils d'un pacha, est le même qui, en 1773, alla à Londres en qualité d'ambassadeur avec un présent pour le roi d'Angleterre et en revint avec plusieurs mortiers, canons et autres effets. Son ambassade la plus célèbre reste toutefois celle qu'il avait effectuée en 1777 à Versailles au nom du sultan Sidi Mohammed ben Abdullah. Concernant les circonstances de cette mission, elle survient après l'incident qui avait eu lieu 2 années auparavant. Exactement la nuit du 26 au 27 décembre 1775. Le navire, appelé la Louise, naviguant sous le pavillon de France, échoue dans la région de Cap Bouche-d'Or. C'est, écrit Dr Maxime Roussel, un navire de Nantes de 70 tonneaux, affrété pour le compte du sieur Boufflier, qui se livre à la traite des Noirs qu'il va chercher en Angola. Nous pouvons lire par ailleurs le détail de cette mésaventure et les ballets diplomatiques qui s'en suivirent dans la revue Hesperis Tamouda. Le capitaine et 20 hommes de l'équipage purent gagner la côte, mais furent capturés par les habitants du pays et vendus 2 ou 3 fois comme esclaves. Au mois d'avril 1776, le chargé d'affaires de France au Maroc, Chénier, eut connaissance de l'accident et apprit que les naufragés se trouvaient sur les bords de l'Oued Noun dans la plus déplorable situation. Il s'adresse immédiatement au sultan Sidi Mohammed ben Abdullah et lui demanda d'agir en faveur de ses compatriotes. Au sujet de ces mêmes événements, Dr Maxime Roussel précise « Dès qu'il a confirmation de la nationalité du navire perdu, conformément au traité de 1767, Louis Chénier, dans l'exercice de ses fonctions, en rend compte aussitôt au sultan du Maroc, Sidi Mohammed ben Abdullah, en le priant de faire rechercher et secourir les naufragés, puisque cette région est sous sa juridiction. » C'est ainsi que le souverain marocain obtient leur libération, il les loge dans le Mellah de Marrakech et, désireux d'obtenir en échange des Marocains retenus esclaves sur les galères de Malte, envoie à la cour de France son émissaire Tahir ben Abdelhak Fenniche. En octobre 1778, notre ambassadeur embarque à Tanger. 3 mois plus tard, il arrive à Paris, accompagné des marins libérés, soit un total de 16 membres de l'équipage de la Louise, du matelot Croche-Mort d'un autre navire et de 3 déserteurs de Sbtsa.
Et puis, il y a les 6 chevaux, offerts en cadeau à Louis XVI, qui a reçu le diplomate marocain muni d'une lettre royale en audience solennelle le 22 janvier à Versailles. Seulement, ce qui semble avoir animé les débats dans les cabinets ministériels et les salons parisiens en lieu et place du sort des captifs et des termes de leurs échanges est la forme de la lettre chérifienne appelant Louis XVI le chef des Français au lieu d'empereur de France. Ce qui sera ensuite réglé d'un commun accord aboutissant à la formulation « le plus grand des chrétiens, l'empereur de France », tandis que le sultan avait, je cite, les titres et qualités du plus grand des musulmans, l'empereur du Maroc et du Maghreb. En plus de ses missions officielles en Turquie et en Italie, Tahar Ben Abdelhak Fenniche a joué un grand rôle auprès de la jeune République américaine dans le cadre de la négociation du traité signé entre les deux nations, considéré comme le plus ancien traité jamais signé par les États-Unis avec un pays tiers et comme le plus ancien traité toujours en vigueur dans l'histoire diplomatique maroco-américaine. Pour rappel, dès le 20 décembre 1777, et alors que la guerre d'indépendance battait encore son plein, le Maroc marque l'histoire en devenant le premier pays au monde à reconnaître de facto l'indépendance de la jeune république en devenir, en accordant aux navires battant pavillon américain le droit d'arrimer dans les ports marocains sans peur ni dommage. Devant l'importance de cette reconnaissance, tant sur le plan stratégique que symbolique, l'émissaire américain Thomas Barclay est désigné pour négocier les termes du traité d'amitié avec le Maroc. En juin 1786, il arrive à Marrakech. Là, il est reçu par le représentant du sultan, Tahar Ben Abdelhak Fenniche. Dès lors, les pourparlers sont entamés et aboutissent à la rédaction en langue arabe des articles du traité, scellés du sceau royal par le souverain marocain le 23 juin. Le dit traité, traduit en anglais, est remis à Thomas Barclay le 28 juin, puis transmis à Thomas Jefferson, qui le signe à Paris le 1er janvier 1787, ensuite à John Adams, qui en fait de même le 25 janvier à Londres, avant sa ratification le 18 juillet 1787 par le Congrès.